Nous sommes au building administratif président Mamadou Dia, précisément au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. 2025 aura été une année où des jalons ont été posés pour arriver à des résultats concrets. Dans ce reportage, vous découvrirez avec moi des personnes qui, au quotidien, font bouger les choses. Dans un monde en perpétuelle mutation, le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a engagé plusieurs réformes dans le secteur de la communication, en jouant la carte de l'adaptation. De ce point de vue, l'une des réformes porte également sur l'application des dispositions du Code de la presse pour identifier les acteurs des médias, mais aussi permettre aux travailleurs dans le secteur des médias de pouvoir vivre de façon décente. C'est pour cela que l'une des réformes a permis à de jeunes reporters, près de 385, d'avoir leur premier contrat de travail. En droite ligne de ces réformes, nous avons fait adopter le premier code de la publicité depuis la loi de 64 portant sur l'affichage public et la tentative d'avoir une nouvelle loi de la publicité en 83 qui n'est jamais entrée en vigueur. Lorsque vous avez près de 617 acteurs qui s'enregistrent comme entreprises de presse et que vous avez un taux quasiment de 10% d'acteurs qui respectent le dispositif légal, à savoir le code de la presse, vous vous rendez donc compte qu'il y a un grand écart entre la volonté des acteurs des médias en termes d'outils et de technologies et de cadres de mise en œuvre de l'information et ce que le cadre normatif prévoit. La première priorité pour nous, c'est de lancer les process de révision du cadre légal du Code de la presse. La seconde priorité, c'est dans ce même sillage-là de faire un benchmarking avec les conventions et les normes internationales. La troisième priorité, c'est de mettre sur place ou de contribuer à mettre sur place la stratégie de communication gouvernementale autour de la promotion des politiques publiques. La quatrième priorité, enfin, c'est de pouvoir mettre sur place un dispositif de financement intégrant les médias audiovisuels, les médias innovants, les médias alternatifs pour garantir un secteur de la communication moteur de croissance et de transformation. À l'agence de presse sénégalaise, la volonté affichée est d'innover et d'entamer un nouveau cap intégrant totalement le numérique. On ne peut pas se permettre le luxe de rater le train du numérique. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas permettre qu'il y ait une fracture numérique. Voilà la philosophie qui sous-tend l'action du ministère et toutes les structures sous tutelle, que ce soit l'ARTP, que ce soit les FDSUT, que ce soit les SNEM, que ce soit les médias publics audiovisuels, comme l'APS, la RTS et le Soleil, se mettent donc dans cette dynamique pour que le numérique soit vraiment quelque chose qui soit le marqueur de l'action du gouvernement durant les prochaines années. À ce propos, nous, APS, en tant que service public d'information, nous sommes obligés de nous mettre aux normes. Il y a une évolution que tout le monde a pu remarquer depuis quelques années. C'est le curseur qui a été mis sur l'audiovisuel et le digital. Et l'action induite par le ministre nous a conduit tout simplement à mettre un coup d'accélérateur là-dessus. C'est pour cette raison que la principale réalisation qu'on a eu à faire cette année a été la mise en ordre d'un studio qui répond à toutes les normes d'une web TV moderne et vraiment qui veut se lancer résolument vers la production à suffisance de produits audiovisuels. D'abord, nous avons créé des espaces qui permettent en tout cas aux acteurs des médias de faire de la maison de la presse leur maison. La première des choses, c'est de créer véritablement le centre de formation et de perfectionnement. Aujourd'hui, nous avons réalisé beaucoup de formations envers les journalistes. Parce qu'encore une fois, la maison de la presse, c'est une maison de la presse, mais pas une maison pour la presse. Donc la nuance est à relever. Mais également, nous avons formé des journalistes sur les nouveaux médias. En collaboration avec le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, nous avons organisé également une formation pour les chroniqueurs. Qui est chroniqueur, qui ne l'est pas, qui doit être chroniqueur, comment être chroniqueur. Le Salon international, le CIMA, est aujourd'hui le rendez-vous africain des médias. Et nous avons atteint l'objectif véritablement du CIMA. C'était au moins de faire de Dakar la capitale des médias africains. Et 25 pays ont répondu présent à ce salon. Le top management du Soleil a beaucoup œuvré dans la production de contenu avec des résultats concrets. Rien que cette année, on a pu réaliser environ 40 magazines
thématiques. Et ça, au niveau africain, il n'y a aucune rédaction, aucun journal qui a pu faire autant de lancements en une année. Et sans compter le quotidien national. Donc, chaque jour, c'est 32 pages qui sortent. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Donc, avec aussi des rubriques qui ont été ajoutées, le décodeur, QG, de l'actu, le fait du jour, trait pour trait. Et donc, ce qui démontre aujourd'hui le dynamisme, mais aussi la grande créativité et surtout la qualité du personnel, surtout la rédaction. Donc aujourd'hui, nous poursuivons avec d'autres lancements. On a pu, avec Le Terre, avoir un mensuel donc, qui sort et qui est distribué aux usagers du Terre. On a Le Soleil du Sud qui est un mensuel pour montrer les potentialités de la région sud. Aujourd'hui, on a un hebdo arabe qui sort pour prendre en compte cette partie de du lectorat, donc qui a fait ses études en arabe, qui parle cette langue-là et qui constitue quand même une partie importante de la population. On a aujourd'hui le nouveau produit qui est Le Soleil des sports, donc aujourd'hui qui nous donne une grande satisfaction. On a commencé ça la semaine passée. Aujourd'hui, on a des retours par rapport aux ventes. On a tout vendu en une journée. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de l'intérêt. On songe même à aller encore beaucoup plus loin. On a d'autres sorties qui sont prévues, mais c'est surtout ce qui est un fait majeur, comment on a pu s'adapter avec le numérique. Donc le journal restait un journal print. En décembre, on a lancé notre nouveau site internet intégrant un kiosque numérique. Pour l'année 2025, je pense que la RTS est résolument inscrite dans l'assainissement de ses finances. C'était le maître mot lors de notre première réunion de conseil d'administration pour avoir une certaine visibilité. D'autant plus que nous avons constaté que même les états financiers de 2022 de 2023 n'ont pas été clôturés. Après, il fallait avoir une certaine visibilité des finances de la RTS et régler le passif social. Nous avons des dettes au niveau de la coopérative de 125 millions, je crois. Mutuelle également, on avait une dette. Au niveau des droits au repos également, je peux vous garantir aujourd'hui qu'en 2025, nous avons épuisé l'ensemble des dettes par rapport aux agents de la RTS. Il nous reste tout juste sur l'IPM et nous avons trouvé une dette de 350 millions à ce niveau que nous sommes en train d'éponger progressivement à travers un moratoire accepté d'accord parti entre nous et les agents de la RTS. Ça, c'est un défi. L'autre défi, c'est également le challenge, c'était de changer les couleurs de la RTS. Et nous l'avons fait, réconciliant la RTS avec le peuple sénégalais à travers des programmes alléchants. Que ce soit la couverture des événements religieux, que ce soit le pluralisme politique, qui était le talon d'Achille de la RTS. Maintenant, l'événement phare, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Nous nous sommes déployés, véritablement, tout le monde le constate à travers les fan zones, mais aussi à travers notre village Cannes, qui est l'attraction majeure, où il y a des manifestations culturelles. Et en plus de cela, je pense que c'est la première fois que la RTS se déploie à l'extérieur en ayant une émission en direct tous les jours à partir de Tanger. Les challenges en 2026, c'est continuer l'assainissement de nos finances en mettant aussi en place un plan stratégique de développement accompagné d'un plan de recrutement, aussi d'un plan de marketing. Mais surtout, réhabiliter aussi certaines stations régionales, terminer la tour, mais aussi faire focus sur les JOJ de 2026, qui est un grand événement pour la RTS, et nous commençons déjà à faire le travail. En tant qu'opérateur unique de diffusion nationale, TDS ne ménage aucun effort pour accomplir sa mission. Nous garantissons que toutes les chaînes autorisées puissent être diffusées dans les meilleures conditions de qualité, de continuité, de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Et au chapitre des grandes réalisations, nous pouvons compter sur les actions de sécurisation des infrastructures critiques pour pouvoir protéger davantage les populations. On a eu à le faire. Nous avons également engagé des actions dans le sens de la stabilisation du signal. Il faut le dire, car plus le réseau est résilient, plus l'information et les contenus restent accessibles, surtout là où l'Internet n'est pas la principale alternative. Nous avons intensifié aussi le cadre de dialogue avec des autorités, avec les acteurs du secteur,
pour pouvoir redéfinir la matrice des responsabilités et de mieux sécuriser nos exploitations de diffusion. Pour la Poste, le redressement est devenu une nécessité et sa relance une priorité. Et face à ces défis, il était primordial de mettre en œuvre des mesures urgentes à court terme, notamment l'élaboration d'un plan d'action prioritaire visant à régler les urgences et à poser les bases d'une relance durable. La réorganisation des services de la Poste pour une efficacité opérationnelle plus accrue, la rationalisation des charges de l'entreprise, notamment la résiliation de certains marchés, la rationalisation des coûts des téléphones, des coûts de communication téléphonique, des dépenses liées au carburant, notamment également le gel des recrutements, le non-renouvellement de certains contrats, la limitation des voyages et des déplacements à l'étranger. Ces mesures nous ont permis d'alléger les charges et de maîtriser la masse salariale avec des économies d'un peu moins d'1 milliard. La force des opérateurs postaux, c'est essentiellement la capillarité de son réseau. Vous allez jusqu'à Fongolémi, vous allez à Saint-Louis, vous allez au Fouta, vous trouverez toujours un bureau de poste. Donc, ça constitue un socle pour garantir l'accès équitable aux services essentiels. Ce modèle valorise un service public fort, moderne et qui va accompagner l'État et soutenir aussi bien l'inclusion numérique que l'inclusion financière dans les zones les plus reculées. Donc, il s'agit d'un développement fondé sur la performance, mais également sur une excellente qualité de service et aussi sur une justice sociale et une solidarité nationale. Couvrir les zones blanches et assurer une connectivité universelle de FDSUD n'est pas à oublier dans les grands chantiers du MCT. Le Fonds pour le développement du service universel des télécommunications, FDSUD, a pour mission de connecter les zones très éloignées, qu'on appelle les zones blanches, et un peu les zones grises, à savoir complètement dépourvues de réseau ou des réseaux de premier niveau, mais à très faible qualité. Donc, il faut upgrader. En dehors de ça, donc c'est tout le volet connectivité. En dehors de ça, nous avons aussi pour mission de ce qu'on appelle l'inclusion numérique. Et là, il s'agit par exemple d'équiper des salles multimédia, d'apporter des logiciels à une catégorie de population comme les personnes handicapées, de faire développer des applications, de former des jeunes, de former des femmes. Donc, nous espérons aussi faire ce qu'on appelle plus de visibilité, les Open Living Lab Day, c'est-à-dire le jour où on montre tout ce qui peut se faire dans les Living Labs. Parce que l'expérience a montré ce que nous avons fait à Kaolack. Il y a eu un énorme intérêt de la part des jeunes qui ont posé beaucoup de questions et qui même suscité des vocations à travers ces questions. On note également une certaine convergence entre les télécommunications et les services numériques. Cette réforme vise à moderniser le cadre juridique pour mieux accompagner ces transformations. Mais également, avec le New Deal technologique, c'est de soutenir les ambitions de cette stratégie. L'actualisation se déroulera en 2 phases. Une phase qui est actuellement en cours. Il s'agit du diagnostic qui est mené avec l'ensemble de l'écosystème. Puis, il s'agira de passer à l'élaboration de nouveaux textes, notamment un nouveau code portant code des communications électroniques et ses décrets d'application, qui, nous l'espérons, seront adaptés aux enjeux actuels. Notre priorité est de promouvoir la connectivité universelle, l'inclusion numérique, la réduction des fractures entre couverture et usage, ainsi que la transformation numérique des administrations. Le Sénégal entend, à travers cette candidature, également renforcer la coopération régionale africaine et contribuer aux objectifs de développement durable. GalConnect Park n'est pas en reste. Des instructions fortes ont été données par le ministre. Le ministre avait demandé qu'un audit soit effectué pour le PDN. À l'issue de cet audit, une mise en évidence, en tout cas sur les retards répétés, a été notée, et aussi des coûts supplémentaires, des coûts excessifs qui sont liés à la crise sanitaire Covid
et aussi aux différentes modifications qui ont intervenu durant le déroulement du projet. C'est un projet structurant pour l'écosystème numérique du Sénégal. Voilà, c'est un projet qui consiste à mettre en place un écosystème intégré où les différents acteurs du numérique vont interagir pour impulser une dynamique d'innovation, une dynamique de renforcement des compétences et aussi une dynamique d'attraction des investisseurs étrangers. Donc 2025, je peux considérer qu'elle a été une année de ce que j'appelle de refondation. Refondation parce que lorsque vous avez une société nationale qui aspire à porter des enjeux qui sont aussi ambitieux que le New Deal, il faut partir sur de bonnes bases. Partir sur de bonnes bases sur des aspects organisationnels, partir sur de bonnes bases sur des aspects de processus et de procédures. Parce que nous avons l'obligation de délivrer quand même des services de qualité, notamment dans le domaine telco. Donc l'aspect delivery a été véritablement l'axe stratégique qui a guidé notre structuration. Donc c'est à travers cela que nous avons mis en place une Digital Factory qui permet d'adresser les sujets de la digitalisation de l'administration. Maintenant, par rapport au delivery en tant que tel, nos équipes ont travaillé sur des sujets majeurs portés par le ministère, à savoir déjà le sujet qui concerne le cadrage de l'identité numérique. Le Premier ministre nous a engagés de digitaliser le courrier, donc chose que nous avons fait en 3 mois, donc avec nos maigres moyens, mais qu'on a réussi à faire. Donc on a réussi ce pari-là en 3 mois, et l'objectif maintenant c'est de le généraliser après dans un second temps au niveau des directions et aussi au niveau des couches décentralisées de l'administration. L'autre élément aussi c'est le développement des plateformes. Nous avons une administration qui a besoin de pouvoir moderniser les plateformes. Nous avons beaucoup de sites internet qui sont obsolètes. Nous avons également travaillé sur un projet qui va atterrir bientôt en janvier, à savoir et qui est très attendu par les Sénégalais, à savoir le guichet unique, qui a pour ambition de pouvoir centraliser toutes les démarches administratives de l'administration. Donc, je pense que le président a eu à faire des visites dans des pays où ces guichets-là ont été mis en place. Donc, il n'y a pas de raison qu'au Sénégal, on ne puisse pas le faire. Autre élément sur lequel nous avons travaillé, c'est ce qu'on appelle la Public Key Infrastructure. C'est-à-dire, c'est l'outil qui va permettre à l'administration de pouvoir délivrer des signatures électroniques. Et on entend dans les prochaines années encore un peu plus augmenter notre périmètre d'action de façon à ce que les Sénégalais sentent désormais que l'administration est dans une dynamique de changement et de performance. L'importance et la place centrale de l'économie numérique est à souligner avec le développement des startups sénégalaises et la mise en place d'un centre dédié à l'intelligence artificielle. Notre mission à la direction de l'économie numérique, c'est de transformer le numérique en croissance réelle. Plus d'entreprises qui vendent, plus d'emplois qualifiés et surtout plus d'investissements privés et publics qui atterrissent dans l'économie avec des règles du jeu claires. Nous voulons des labels, des agréments, des accès au marché, au financement. Cette montée en puissance s'appuie sur un cadre budgétaire 2025 qui quand même avait été renforcé. En 2024, nous avions un budget de 42,7 milliards contre 58,4 milliards pour le MCTN en 2025. Ce montant a été aujourd'hui multiplié et augmenté pour 2026. Cela traduit une chose, cela traduit une volonté du chef de l'État de nourrir davantage l'économie numérique et nous donner les moyens de notre ambition. 31,1 milliards de francs CFA ont été dédiés à l'économie numérique. En 2025, on a structuré la collaboration en 3 étages. La première, la gouvernance qui devient lisible. Une commission dédiée qui s'appelle la CEAC a été mise en place pour cadrer, arbitrer et rendre la relation entre l'État et l'écosystème beaucoup plus prévisible. Le deuxième levier fut le point d'entrée unique pour les entreprises et les partenaires. Je fais mention de la plateforme nationale écosystème startup qui devient du coup de fait le guichet unique pour enregistrer, suivre et accélérer les parcours des startups, des structures d'accompagnement, des investisseurs qui veulent faire du risque. Et enfin, le troisième levier, le fonds de fonds, le fonds catalytique qui vise à obtenir 300 millions de dollars pour justement investir en indirect dans les sociétés
et nous espérons un premier closing en 2026 de 80 millions de dollars. En 2026, il s'agira de mettre en place le Centre national de l'intelligence artificielle qui abritera l'observatoire autour de l'IA avec des experts qui vont nous assurer que les pratiques de l'IA au Sénégal sont totalement alignées avec les recommandations de l'Union africaine. L'année 2025 a été une année marquée par un besoin d'alignement avec les structures administratives pour permettre ce vœu et cette ambition que nous avons de digitaliser l'administration au service des citoyens, qu'elle soit une réalité. Beaucoup de réunions se sont tenues avec toutes les parties prenantes pour permettre de prendre la pleine mesure de ce que c'est que la digitalisation et surtout de s'accorder sur un socle de base, quel est le rôle et les responsabilités de tout un chacun. Le socle de base qui permet à ce que chaque structure administrative puisse venir poser un pan de service qui mettra au service des citoyens. Le deuxième axe qui est assez important, c'est que nous avons beaucoup travaillé avec l'écosystème. L'écosystème, les jeunes qui nous ont permis de délivrer, de développer des services aux citoyens et pour l'administration. Derrière chaque initiative, une coordination rigoureuse. Une delivery unit a été mise en place pour assurer le suivi et évaluation des différents projets portés par le MCTR. Dans ce cadre, le rôle de la DU est correctif et proactif. Nous sommes l'outil de pilotage opérationnel qui est conçu pour restaurer une gouvernance claire en centralisant la vision de l'avancement et en imposant une redevabilité sur les résultats, pour coordonner de manière transversale afin de briser les silos entre directions qui freinaient l'avancement des projets jusque-là et afin de traduire les priorités stratégiques comme le New Deal technologique en plan d'action concret et en livrable contrôlé. Notre mission est donc de combler le fossé entre la décision politique et la réalisation sur le terrain, en garantissant que ce qui est décidé est effectivement mis en œuvre. L'impact de la Delivery Unit se mesure à 3 niveaux, sur des projets concrets, sur l'alignement stratégique de l'ensemble des programmes et sur la gouvernance nationale du numérique. Et cet impact est particulièrement visible sur des missions à délai serré. Un exemple marquant est le déploiement de l'outil de gestion électronique des courriers au sein de l'administration centrale, sur instruction directe du Premier ministre qui avait fixé un objectif de déploiement en 3 mois. La Delivery Unit a piloté et coordonné l'intégralité de la mise en œuvre. Nous avons synchronisé les équipes techniques, les formateurs, les directions métiers et les services supports pour relever ces défis. Le déploiement a été effectué dans les délais impartis, démontrant notre capacité à exécuter rapidement des projets stratégiques et à impacter le quotidien de l'administration. Nous avons prévu également de lancer la phase pilote du projet de guichet unique qui permettra justement aux citoyens, dans une plateforme centralisée, de pouvoir disposer de l'ensemble de leurs démarches administratives. Nous comptons également déployer la couverture universelle à l'Internet sur tout l'étendue du territoire national pour permettre aux citoyens, peu importe où se trouve sur le territoire national, d'avoir un accès sécurisé, fiable et haut débit à des services numériques de qualité. C'est le symbole d'un ministère qui est en phase avec les exigences de l'heure, un ministère conscient des défis à relever. Tout d'abord, à exprimer toute ma satisfaction face aux résultats obtenus en 2025. Et l'année 2025 a été une année très riche en engagement pour notre département de MCTN. Des avancées majeures ont été enregistrées grâce à l'abnégation, la détermination et surtout la rigueur de l'ensemble des équipes du MCTN, que je tenais à saluer particulièrement. Et tous ces résultats obtenus n'auraient pu en tout cas se faire sans le leadership éclairé et l'accompagnement constant surtout du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du leadership également éclairé de son Premier ministre Ousmane Sonko. L'année 2025 a été marquée par de nombreux défis dans un contexte technologique en évolution et dans un environnement économique que nous connaissons tous assez contraint. Et malgré ces obstacles, notre ministère a su maintenir et garder le cap et pour avancer sur des projets structurants de l'État et qui bénéficieront à coup sûr aux populations sénégalaises. Tout ça a été fait également dans le principe du Jub Jubal Jubanti. Nous devons finaliser le cadre légal et réglementaire de la communication
afin d'adapter notre secteur aux évolutions et aux usages technologiques. Ça, c'est un point hyper important. Mais il faudra également rendre opérationnel le nouveau format du FADP pour renforcer des instruments de financement, notamment le fonds d'appui de développement à l'audiovisuel. Mais il faudra également déployer des outils de veille pour la supervision, pour la régulation et l'alerte afin d'assurer un environnement médiatique plus structuré, plus transparent. Il faudra également rendre opérationnel le nouveau format du fonds d'appui de développement de la presse pour renforcer les instruments de financement, notamment le nouveau fonds que nous avons créé et mis en place pour le développement de l'audiovisuel. En ce qui concerne le secteur des télécommunications, il nous faut rapidement finaliser le code des télécommunications afin de soutenir un secteur en pleine mutation. Ça, je pense que tout le monde le sait. Il va falloir également concrétiser l'accès universel à Internet que nous avons déjà démarré, pour lequel aujourd'hui nous avons des avancées majeures. Au titre des communications électroniques, notamment le numérique de manière générale, également le cadre réglementaire est hyper important, notamment en matière de cybersécurité qui aujourd'hui représente un enjeu mondial sur la protection des données et la confiance numérique, un élément hyper important pour la confiance de manière générale. Il nous faut aussi finaliser la mise en œuvre du DPI, le Digital Public Infrastructure, qui aujourd'hui, comme vous le savez, est la pierre angulaire du New Deal technologique, qui consistera à rendre opérationnelle l'identité numérique, les plateformes d'interopérabilité, la signature électronique et la signature et le paiement électronique, qui aujourd'hui, des projets qui ont démarré et qui vont permettre aujourd'hui, demain, de pouvoir bâtir un écosystème dynamique, mais également une digitalisation intégrale. Il faudra également le fonds de fonds avec l'opérationnalisation de la Startup Act, qui permettra demain d'accompagner les startups sénégalais afin de pouvoir aller au-delà des frontières du Sénégal. Il faudra également déployer le Digital Factory où il y a des centres d'innovation en intelligence artificielle, des Fab Labs qui vont permettre demain, avec toutes les idées nouvelles que notre jeunesse aujourd'hui fait, que notre jeunesse, en tout cas technophile, a, de pouvoir aujourd'hui leur donner la formation qu'il faut, l'accompagnement qu'il faut, les financements qu'il faut, les incentives de l'État qu'il faut. Et tout cela pourra se matérialiser avec l'ouverture prochaine du parc technologique numérique, qui sera le futur hub de formation, d'innovation et d'investissement. Maintenant, au titre du secteur postal. Comme vous le savez, la Poste traverse depuis 10 ans de nombreux problèmes. Nous avons aujourd'hui besoin de redonner la confiance, en tout cas de regagner la confiance des Sénégalais, grâce à des services postaux fiables, mais également aller à la reconquête avec la mise en œuvre rigoureuse des instructions du Premier ministre Ousmane Sonko lors du conseil interministériel que nous avons tenu le 1er septembre dernier, pour lequel il y a une feuille de route claire qui en est sortie et qui va permettre que, si c'est appliqué, de redorer le blason de la Poste. Je voudrais également rappeler que l'année 2026 que nous entamons va être marquée par un rendez-vous majeur qui est très attendu par les Sénégalais, par le continent africain, que sont les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026. Et la contribution de mon département sera décisive pour la réussite de cet événement. Elle sera d'abord sur le plan de la retransmission, parce que comme vous le savez, pour des Jeux réussis, il faut qu'on puisse assurer une couverture audiovisuelle de qualité pour le pays et pour le continent. Je dirais même pour le monde, parce que les Jeux qui seront transmis et suivis dans le monde entier, parce que c'est une première pour l'Afrique. Mais elle le sera également sur le plan de la connectivité, parce que nous allons recevoir énormément de touristes pour qui nous devons assurer une connectivité réseau performante sans faille sur tous les sites où se passeront les Jeux olympiques. Et le MCTN sera pleinement mobilisé à faire des JOJ un succès national, mais également continental. Nous devons poursuivre cette transformation de la communication dans le domaine également du numérique et des télécommunications. Je remercie l'ensemble des acteurs
pour leur engagement et leur renouvelle la détermination du ministère à œuvrer pour un Sénégal plus connecté, un Sénégal plus inclusif et un Sénégal ancré dans la révolution numérique. Pour finir, je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année 2026 à l'ensemble de nos concitoyens, que cette année soit une année de santé, une année de bonheur, une année de prospérité pour tous les Sénégalais et pour le Sénégal. Merci.